Laisse béton! Cet épisode raconte l'histoire d'une aventure un peu folle, initiée il y a 30 ans par un groupe d'amis, sur le principe « si ça marche, on n'a rien à perdre ». Il s'agissait de créer dans un village de l'Orne un magazine papier indépendant sur le thème de la vie dans les territoires ruraux. Non seulement ce magazine, qui porte le nom de Village aujourd'hui, existe toujours, mais il est devenu la référence dans son domaine, réussissant à traverser les crises qu'a pu connaître la presse magazine. À l'origine, peu de moyens financiers, mais une énergie contagieuse, celle de Sylvie Le Calvez, elle-même fille d'agriculteur, animée par l'intuition qu'il fallait redonner de la valeur ajoutée aux territoires ruraux. Dans cette conversation, Sylvie raconte avec une grande simplicité l'histoire du magazine Village et les rencontres et prises de conscience qui sont nées dans son sillage. Elle décrit aussi l'évolution de la vie dans le monde rural qu'elle a pu observer depuis son poste privilégié. Je me sens moi-même très chanceuse d'avoir récolté le témoignage de Sylvie et suis fière et heureuse de le partager avec vous. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Sylvie. Bonjour Amélie. Merci de me recevoir. Je crois, c'est le dernier jour dans vos locaux ici à Saint-Paul, dans l'Orne. Vous déménagez la semaine prochaine. C'est ça. On vous accueille dans les cartons. Tout un symbole. J'arrive toujours le jour où il faut, moi. Alors, vous avez créé et vous dirigez le magazine Village, qui se consacre depuis 30 ans, cette année, c'est bien ça, à la vie dans les territoires ruraux. 30 ans, c'est tout jeune, en fait. C'est ça. 30 ans d'histoire, c'est incroyable. Quand on l'avait imaginé avec des amis, parce que ça a commencé comme ça, il y a 30 ans, on s'était dit, on tente l'aventure, et puis si ça marche, on n'a rien à perdre. C'est une belle expérience. Et si ça marche pas, on arrêtera. Où est le problème? On avait quitté nos boulots tous respectifs et on s'est dit, on verra. Si ça se trouve, ça sera 6 mois, ça se trouve, ce sera 1 an. Et puis 30 ans après, on est toujours là. C'est presque toujours aussi autant un challenge qu'au début. Ouais. Mais on est toujours là, ce qui est pour nous aussi incroyable. Que ça répond quand même à des attentes. Et puis on est tellement passionnés par ce sujet qu'on n'a jamais lâché. Donc ça a marché. Il y a des choses qui ont marché, en tout cas, pour que ça tienne 30 ans. Oui, bien sûr. 30 ans pour un titre de presse, surtout aujourd'hui indépendant. Et il y en a quand même pas beaucoup. Quelle était l'intention au départ? Qu'est-ce que vous cherchiez à faire? Eh bien, c'est vraiment lié à chaque fois, chaque projet lié à des rencontres. Ouais. Souvent, les rencontres jouent énormément dans la vie. Et puis, à une histoire personnelle aussi. C'est aussi la rencontre entre une histoire personnelle et des rencontres avec d'autres personnes. Et pour ma part, je suis fille d'agriculteur. Donc, de polyculture élevage, de l'Orne. D'accord. Là où on est installé aujourd'hui, mais de l'autre côté du département. Et je trouvais que l'agriculture a été de plus en plus spécialisée sur des secteurs, avec de moins en moins d'activités diversifiées et de moins en moins de ventes directes. Même si en Normandie, on a souvent été très tôt sur des circuits longs. Ouais. C'est pas comme des zones de montagne qui ont très vite vendu des fromages en direct, etc. Mais néanmoins, c'était de plus en plus vrai. On fabriquait plus la crème, on fabriquait plus le beurre, et on vendait son lait à la coopérative, et c'était de plus en plus dur. Et donc, très, très jeune, je me suis dit, il faudrait faire quelque chose pour redonner de la valeur ajoutée dans les territoires ruraux et dans les exploitations, et pas être juste des fournisseurs de matières premières. Ça, c'est ce qui m'animait tout au début, mais bien avant Village, qu'on a pourtant fait relativement jeune. Et je me suis dit, je vais travailler cette question-là. Et puis après, alors j'allais dire par hasard, je crois qu'il n'y a pas de hasard, j'adore rencontrer les gens, et j'étais journaliste à Ouest France pendant 6 ans environ, donc un parcours qui n'avait plus rien à voir avec l'agriculture, dans lequel j'avais pourtant fait mes études à la base, et j'étais passionnée par les rencontres et tout. Je me suis dit, c'est super. J'ai fait une formation complémentaire en audiovisuel et en communication. J'ai travaillé en agence en communication, à la fois sur de l'écrit, sur de l'audiovisuel, pendant 5 ans à La Rochelle. Et après, j'ai eu à m'occuper de la communication de territoire.
notamment d'un parc naturel régional. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Il n'y a rien comme information sur ce qui se passe dans les territoires dont on pourrait s'inspirer ailleurs, et il n'y a rien pour que les habitants du monde rural voient ce qu'ils peuvent faire pour rester vivre au pays, vivre bien, vivre mieux culturellement, en matière d'environnement, en matière économique, en matière sociale, etc. Et suite à un voyage au Québec qui a duré quelques temps, je me suis dit, mais on a une chance inouïe chez nous, même si Québec c'est fort bien. Les espaces sont immenses et ils ont perdu beaucoup justement aussi de dynamique locale. Et quand je suis revenue là, je me dis, faut pas qu'on perde en France, faut pas qu'on perde ce qui nous reste de capacité à être acteurs de notre territoire et pas laisser des pans entiers à la merci de spéculation, etc. Donc je me suis dit, faut vraiment faire quelque chose autour de ça. Et j'ai retrouvé par hasard des amis qui travaillaient toujours à Ouest France et qui étaient en train d'ailleurs de partir pour monter une petite société d'édition à Caen. Et je leur ai parlé en disant, il faudrait qu'il y ait un magazine là-dessus. Et ils m'ont dit, mais fais-le. Non, mais moi, un magazine national, tout, c'est pas possible. Moi, je peux pas, voilà. Puis je peux pas. Familialement, ça peut être compliqué, c'est lourd, etc. Je dis non, mais je peux pas. Mais peut-être ensemble, on dit bah non, nous on monte notre petite société d'édition. Si tu veux qu'on t'accompagne, qu'on t'aide sur la création de la maquette, des choses comme ça, pourquoi pas. Mais il faut que ce soit ton projet et tout. Et donc ça m'a paru une tâche immense. Donc j'ai pas sauté le pas tout de suite. J'ai travaillé sur l'esprit, la philosophie et tout. Je suis d'abord revenue sur Caen, où j'ai trouvé un travail dans une boutique de gestion, qui est un outil d'accompagnement des créateurs d'entreprises, où je m'occupais du marketing et de la communication pour les créateurs d'entreprises. Et en même temps, je continuais de travailler sur le projet avec cette petite société d'édition qui s'appelle Aprime, à Caen. Et j'ai une collègue de la boutique de gestion, qui s'appelle Claire Lelièvre, qui m'a dit c'est génial ce projet, c'est le magazine que j'aurais toujours aimé lire pendant mes études, c'est super ce que tu fais, moi je suis prête à le faire avec toi, et on part ensemble. On a voulu expérimenter le fait de faire un magazine en 1992, fin 92, depuis la pleine campagne, pour montrer que c'était possible de faire une société de presse, non pas à Paris où était la majorité ou dans les grandes villes, mais depuis un village qui est près de La Ferté-Fresnel, donc à l'est de l'Orne, il s'appelle La Gonfrière, et on était installés dans un bâtiment de ferme où pendant 2 ans, tous les matins, on prenait le panier de bois, ça fait ridicule, comme ça, dit maintenant, voilà, et on allait allumer le poêle à bois dans ce bâtiment. On faisait en même temps le torchis, donc le mélange terre-paille des murs, parce qu'évidemment c'était pas trop étanche, pour le réhabiliter à minima, et on avait installé la rédaction ici, avec des très vieux Macintosh, avec des disquettes, grandes disquettes, puis petites disquettes, incroyable, il n'y avait pas internet, il faut se remettre dans le contexte, et à se dire, c'est possible de travailler, de faire une entreprise qui travaille dans l'édition depuis ici, et il faut voir où sont les contraintes, etc. Voilà, on avait des diapositives, on avait comme des ordinateurs, ce que je dis, on n'était pas à la machine à écrire, mais on avait des diapositives, et donc on envoyait ça par chronopost au maquettiste, le chronopost se perdait, il fallait retourner en reportage. Aujourd'hui, ce qu'on pouvait mettre des semaines à faire, on le fait en 3 jours, quoi, c'est incroyable. Mais on a montré que c'était possible, on a fait le magazine comme ça. Et après, on a déménagé pour aller s'installer dans le Bocage, sur le canton d'Athis-Val-de-Rouvre. C'est un nouveau nom depuis la loi NOTRe. Et on s'est installé dans une ferme aussi à réhabiliter, sur quelques hectares où on avait des moutons. Et on a remis aussi en état ce corps de ferme, dans lequel on a fait la rédaction. Là, on était plus nombreux, on était jusqu'à 6 sur place. Et puis, il y avait quand même encore plus de place. Donc, on a accueilli deux structures avec nous, 2 associations. 2 associations qui s'occupaient de développement rural, qui étaient en lien. On mangeait ensemble tous les midis, on recevait des porteurs de projets qui voulaient s'installer à la campagne. C'était un tiers-lieu avant l'heure, parce qu'aujourd'hui on parle des tiers-lieux, mais c'était incroyable. Les gens venaient, passer, prendre un café, rester, échanger, me parler de leurs projets, se rencontrer. Et maintenant, quand je vois les tiers-lieux, avec beaucoup d'affection, je me dis, mais
je les vois vivre, je me dis mais en fait on faisait ça nous il y a 20 ans. Donc voilà, on est resté 15 ans dans ce corps de ferme, mais là on a eu la chance que la période pour la presse était très difficile, d'avoir comme associé Michel Hommel qui dirigeait un groupe de presse de petite taille, on va dire, hein, surtout spécialisé sur l'automobile notamment et tout, qui avait fait le magazine. Nous avant, la société s'appelait L'Acteur Rural, elle s'appelle toujours L'Acteur Rural, et le magazine s'appelait L'Acteur Rural aussi pendant les 2 premières années. Ça s'appelait pas Village. Et Michel Hommel éditait Village Magazine, qui est un magazine touristique. Et quand il a vu ce qu'on faisait, on s'est rencontrés un peu fortuitement. Bon, il était assez, il dit mais c'est fou, vous faites ça depuis la campagne, on fait ce magazine depuis Paris avec des gens qui peuvent être plus ou moins motivés, vous vous battez pour ça. Et donc il s'est associé chez nous, on est resté majoritaire et j'étais gérante, mais il a pris des parts qui nous ont permis de prendre une place en kiosque parce que les 2 premières années on n'était que par abonnement. C'était aussi très très difficile et c'est comme ça qu'on s'est appelé Village. On a repris l'indépendance du magazine à son départ en retraite il y a quelques années maintenant. Et voilà en gros les principales étapes jusqu'à ce que peu à peu technologie aidant, construction familiale aidant pour chacun des salariés, de plus en plus soit en télétravail et qu'on décide d'avoir plus petit que le lieu qu'on avait là-bas, et on a décidé de quitter ce corps de ferme pour s'installer dans ce petit village de Saint-Paul où on était locataire de la commune, dans cette grande bâtisse où avant il y avait d'ailleurs plein d'entreprises, il y en a pratiquement plus, je crois qu'on est la dernière, et on part lundi, juste après notre entrevue. Vous avez vu, tout ce qu'on a déménagé. Il y a beaucoup de cartons, j'en suis témoin. Et on a décidé d'aller rejoindre, ce qui est incroyable, une coopérative d'activité et d'emploi qui permet aux créateurs d'entreprises d'être salariés de cette coopérative, donc d'avoir quand même un statut un peu plus sécurisant puisqu'ils restent salariés. Et donc on retourne en collectif. On a lancé une souscription à l'avance auprès de lecteurs potentiels, et c'est ça qui nous a fait une petite part, comme du financement participatif à l'époque aussi. Enfin, en tout cas, on a commencé à exister avec nos lecteurs, et aujourd'hui, on existe toujours grâce à nos lecteurs. C'est-à-dire que c'est vraiment nos lecteurs, leur abonnement, qui permettent de continuer cette aventure, quoi. C'est sûr qu'on a des abonnés, un noyau d'abonnés extrêmement fidèles, convaincus, qui soutiennent aussi tout le temps le magazine. On a quelques annonceurs publicitaires, etc. Mais c'est quand même une gageure, toujours 30 ans après, de faire vivre un magazine sur la ruralité. D'ailleurs, il y en a plein d'autres qui ont essayé. Il y a quelques-uns qui émergent encore régulièrement, mais souvent, on les voit apparaître puis disparaître, parce que il y a très peu de possibilités d'en vivre quand même. Ce noyau de fidèles, qu'est-ce qu'ils vous ont dit de plus beau, surtout au début? Comment étaient formulés leurs encouragements au-delà de leur abonnement, bien sûr? Ce que moi j'entends le plus et auquel je tiens, et ce que je défends aussi à Village, après avec l'équipe, c'est que ça leur donne de l'énergie et ça leur donne de la joie. Et quand je vois qu'ils sont heureux parce que ça leur donne du ressort, parce que quand dans ce monde qui est de plus en plus aujourd'hui difficile, en termes de violence, en termes de réchauffement climatique, de perte de biodiversité, etc., très dur, c'est qu'ils disent tenez parce que vous nous donnez de l'espoir que d'autres choses sont possibles, qu'un autre modèle est possible, et c'est vraiment c'est vrai. Ou alors quand on nous dit c'est grâce à vous que j'ai rencontré un tel et que je me suis installée, nous ça nous fait, on se dit mais là vraiment on sert à quelque chose, quoi. C'est j'ai franchi le pas grâce à vous. On est vraiment un média au sens, on est vraiment un pont, une passerelle entre des gens qui montent des projets, et c'est comme si c'était des rencontres un peu par procuration et qui parfois se traduisent souvent d'ailleurs régulièrement rencontres réelles. Quelqu'un a lu un article, se dit je passe pas loin, je vais contacter, je vais aller voir, tiens je vais me renseigner. C'est la vraie vie derrière. C'est la vraie vie derrière. Et quand ça nous remonte, parce que parfois nos lecteurs ne le disent pas, mais on le sait ou par hasard en les rencontrant sur des événements ou autres, ou parce qu'ils nous écrivent, ce qui est plus rare mais ce qui arrive quand même régulièrement de temps en temps. À ce moment-là on se dit mais en fait, oui, c'est bien, quoi. C'est pour ça qu'on a une petite baseline, un petit sous-titre qui s'appelle le plein d'énergie positive. C'était suite à cette réflexion en disant, en fait, il puise dans le village de l'énergie pour construire. Alors j'imagine qu'en 30 ans, il s'est passé plein de choses, mais est-ce qu'il y aurait une histoire particulière qui vous revient en mémoire de ce pont auquel vous auriez servi, même quelque chose d'anecdotique qui vous revient où vous vous seriez dit, c'est pour ça qu'on a déplacé des montagnes, en fait?
Ben c'est très dur de répondre à cette question parce que il y en a, j'allais dire tout le temps. C'est vraiment tout le temps. Là, on a eu encore tout récemment une dame qui m'était voilà, j'ai trouvé cette entreprise grâce à vous, merci, c'est super, etc. Donc ça, on l'a régulièrement. Donc parfois même on va en reportage, ça nous arrive assez régulièrement. Et le journaliste me dit, qui est allé sur le terrain, me dit, ah mais tu sais, ce qu'ils font là, mais c'est par village en fait. Ah bon? Parce que nous on y va, on sait pas du tout que c'est par village qu'ils sont installés là en fait. C'est soit parce qu'ils ont lu village, parce qu'ils ont repris le commerce par village, parce que ils ont été associés. Il y avait un appel à associer où on essaye dans chaque portrait par exemple de mentionner de quoi la personne a besoin. Ça peut être de matériel, ça peut être de main d'œuvre, de quelqu'un associé, etc. Donc évidemment après ça crée des passerelles. Donc parfois on le découvre en reportage. Ça c'est une anecdote qui est assez rigolote et qui nous arrive, je sais pas dire régulièrement, ce serait peut-être exagéré, mais de temps en temps. On dit, tiens, Vous connaissez bien maintenant les territoires ruraux, là, vous connaissez particulièrement la Normandie, mais qu'est-ce qui a changé de manière générale sur les territoires ruraux en 30 ans? Ça, c'est une question incroyable. C'est incroyable parce que je passe de c'est fou ce que ça a changé, mais en fait rien n'a changé. C'est vrai. C'est étonnant. Il y a 30 ans, quand on s'est créé, on n'avait même pas imaginé une seconde que des citadins venaient s'installer en territoire rural. Moi, je suis originaire de la campagne, mais mon associée Claire était originaire de banlieue parisienne. Et donc on était contente parce que c'était une rencontre urbain-rural et c'était très riche parce que sa vision n'était pas toujours la mienne et c'était vraiment super cette rencontre de deux femmes originaires d'endroits très différents. Ça a été très riche pour la création du magazine et je pense que c'est toujours empreint un peu de ça, de ce carrefour entre les villes et les campagnes. Mais on était destinés à des ruraux qui veulent rester vivre à la campagne et vivre mieux que de voir partir leurs enfants, leurs petits-enfants, les services, les commerces, etc. En disant il y a quelque chose à faire pour éviter que les surfaces agricoles s'agrandissent, pour tout ça. Donc ça, c'était notre motivation. C'était vraiment de travailler sur les questions du développement local. On était en 92. En 92, c'était les assises de la désertification du monde rural portées. Donc, on ne parlait que désertification du monde rural. C'est très négatif. C'était très négatif. Et c'était, les élus pleuraient, je sais, pareil, je jette pas la pierre, mais pleuraient en disant, c'est la désertification, il faut que l'État nous aide, c'est la désertification, c'est la désertification. Attention, je ne dis pas qu'aujourd'hui, il y a plus de villages qui perdent des habitants. On est d'accord. Mais c'était vraiment le discours ambiant général national. On parlait jamais de citadins qui viendraient en 92 s'installer à campagne. Pourtant, les recensements précédents, notamment celui de 82, commençaient à avoir une petite inflexion du solde migratoire. Mais c'était à peine perceptible et c'était pas du tout vu par les institutions. C'est ça, c'était pas le focus, quoi. C'était pas le focus. Et au contraire, on était dans un discours, il y aura plus personne dans les campagnes, etc. Ce qui était à plein d'endroits assez juste. Donc nous on disait il faut arrêter ça et le magazine a été créé non pas, ça n'a jamais été un magazine pour que des citadins viennent s'installer à la campagne, c'est un magazine sur qu'est-ce qu'on peut faire en milieu rural. D'accord. Après évidemment aujourd'hui on est lu à peu près par je dirais à peu près 30%, 25% de lecteurs urbains qui veulent s'installer au milieu rural et qui veulent voir vraiment pas une vision idyllique du monde rural, mais vraiment ce qui se passe en termes d'enjeux, de dynamique, d'action entreprise, etc. D'accord. Et en montrant surtout que le milieu rural est un laboratoire d'innovation. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de monde, quand même, en densité, et qu'il y a une plus grande proximité, souvent. Faut pas non plus enjoliver, dans la nuance, mais il y a quand même une possibilité de créer des liens, et assez plus aisé parfois, plus dur aussi parfois, évidemment, mais plus aisé, et surtout, on peut monter des projets pour moins cher aussi, quand on démarre. Et donc c'est une aubaine parce que ça permet à des nouveaux projets de s'installer avec moins de moyens que dans les grandes métropoles par exemple, souvent, et en même temps d'expérimenter des choses. Et donc c'est un vrai territoire d'expérimentation, on le dit depuis le début, mais on voit les innovations, souvent elles naissent dans les territoires ruraux,
En fait, nous, on a un peu expérimenté, on était la première entreprise de presse en France à expérimenter le télétravail. On a été vus par des grands groupes, je ne citerai pas les noms, qui sont venus nous voir, mais comment on peut fonctionner au télétravail? Il y a des salariés qui nous disent, mais parce que quand on est en milieu rural, on est obligé d'expérimenter. On expérimente plein de choses parce que tout est loin, parce qu'on fait d'autres, on expérimente dans le domaine de la culture, du social, etc. À l'époque, c'était vraiment la désertification, et nous, comment on va apporter notre petite pierre pour éviter ça et faire en sorte que ceux qui sont développent de la valeur ajoutée. C'est un peu un terme économique, c'est pas très joli, mais arrivent à redonner de la valeur à leur territoire. Et après, en fait, au recensement suivant, remontrer encore que il y avait quand même un gain de population et personne ne voyait. Et en 95, j'espère que je dis pas de bêtises sur les dates, d'avance mes excuses à ceux qui écouteront ce podcast. Qui sont très à cheval sur les dates de recensement, il doit y en avoir beaucoup. Qui diront, mais c'est quoi? Mais non, c'était pas le bon recensement. Mais en tout cas, en 95, quand on est passé en kiosque, comme effectivement le discours ambiant était la désertification, on avait une rubrique de petites annonces. Ouais. Et les gens, ça a été la vraie révélation de village, envoyer des annonces en mettant famille cherche à redynamiser village. Voilà, comme si c'était un métier. C'était, on allait vivre de la redynamisation du village. On s'est dit, oh là là, mais comment s'il y a un malentendu? Sauf que nous, on était une petite équipe en train de gérer un titre de presse, avec plein de contraintes, plein de soucis, y compris de financement, déjà, surtout au démarrage, c'était déjà très, très dur. Et on voyait ça passer, mais on n'en faisait rien, on le voyait passer. Et on a été contacté par quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie, qui compte toujours beaucoup, mais elle est très largement retraitée, qui s'appelle Josette Félix, qui a monté le premier DESS, les ex-masters, de développement local à Jussieu, et qui nous a contactés en disant, vous avez vu vos annonces, mais c'est incroyable, mais qui sont ces gens qui veulent partir redynamiser un village, qui évidemment se cassent le nez forcément à l'arrivée, parce que les élus comprennent pas ce qu'ils veulent faire, pourquoi ils sont là, où est-ce qu'ils vont loger, etc. Est-ce qu'on peut se servir de vos petites annonces pour enquêter sur ceux qui partent à la campagne? Je dis, oh, mais bien sûr, juste vous nous donnerez les résultats, c'est tout. Et donc ça a servi de base, pas que nous, mais de leur base de données pour faire ça. Et Josette Félix m'a recontacté, c'est devenu après une amie proche, mais en me disant, pour la restitution, je pense qu'il faut faire un grand colloque national et montrer, pas qu'avec ça, mais montrer ce qui est en train de se passer en termes d'inflexion des flux, de montrer au pouvoir public, à la DATAR à l'époque, montrer à toutes les institutions, la SAFER, etc., ce qui est en train de se passer, qui sont ces gens qui partent, pourquoi ils se cassent le nez à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe, comment ils sont reçus, pourquoi la passerelle ne se fait pas, etc. Et donc on a fait ce colloque, on était à peu près 250, je dis ça de mémoire, à Paris. Et c'était la première fois qu'il y avait des pouvoirs publics, et je me souviens de quelqu'un à la DATAR qui nous a dit, mais moi dans mon bureau j'ai des gens qui m'appellent alors que c'est pas du tout mon travail pour me dire qu'ils veulent partir, je savais justement pas quoi faire, etc. Et suite à ce colloque, on a décidé de créer, à côté de Village bien sûr, le collectif Ville Campagne, qui était cette association nationale qui rassemblait les institutions, qui étaient partantes pour travailler sur qu'est-ce qui était en train de se passer en termes de mouvement de fond et non pas d'épiphénomènes, et pour travailler sur comment faire pour améliorer cette transition, non pas faire venir à tout prix, c'était pas du tout notre sujet des urbains à la campagne. On fait pas de prosélytisme, puis ça nous intéresse pas du tout. Il y a des gens à un moment, et j'en sais quelque chose, quand on a des jeunes adultes chez soi ou des grands adolescents, ils font des études, c'est pas le moment de partir. On a des moments où on est très âgé, on est très bien en ville parce qu'on a tous les services et que c'est facile, on peut plus prendre sa voiture, etc. Donc, il n'est pas question de convaincre qui que ce soit de venir habiter à la campagne. Ça n'a jamais été notre credo. Mais au moins pour ceux qui voulaient le faire, de faciliter les passages et d'en faire une force. Et non pas qu'il n'y ait pas de rejet à l'arrivée. De rejet de ruraux qui ont vu, à l'époque, et Josette Félix en parle très bien, partir leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils ont dit à leurs enfants, c'est pas viable ici, faut que tu partes, faut que tu fasses des études, faut que tu ailles à la ville, en gros. Quand même, c'était ça, sociologiquement, le mouvement de fond. Et qui voyaient après revenir d'autres. Ils disaient, mais ça marchera jamais, mais ils sont fous, mais qui c'est ceux-là? Et donc il y avait une espèce d'incompréhension qui se passait sociologiquement. Et donc finalement, on a travaillé sur ce collectif Ville Campagne à côté pendant 15 ans à peu près de collectif sur le travail sur comment améliorer les conditions d'accueil
en milieu rural. Voilà. Et nous, on pouvait pas faire. Un village, c'était pas notre mission. On éditait un magazine on pouvait pas tout faire. Et donc, d'un seul coup, c'est le collectif qui a pris aussi le relais de l'accueil de porteurs de projets que nous on faisait sur notre site. C'est aussi ça qui nous a permis aussi de dire maintenant, finalement, on peut peut-être déménager, prendre un peu plus petit, qui sont en télétravail, etc. C'est quand même dingue quand on remet l'histoire, les points de l'histoire bout à bout, tout ce que ça a permis, quoi, tout ce que ça a initié, en fait, votre idée de base faut quand même en parler de tout ça. Sans jamais rien, en laissant venir les choses telles qu'elles sont, en prenant les situations telles qu'elles sont. Et puis pour revenir sur votre question de comment ça a évolué, ce côté désertification comme ça, passive, j'appelle ça passive. Les territoires ruraux n'est plus à l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a longtemps qu'on voit ce flux. Je dis pas qu'il n'y a pas de territoire qui continue de perdre des habitants. Mais on sait que la volonté politique locale, que l'ingénierie, c'est un vieux gros mot, mais que la capacité d'animation de ces territoires peut changer la donne. Et que c'est pas une fatalité. Bon, il y a des choses qui ont évolué, changé. Et par contre, quand je vais et j'y vais souvent sur des colloques, des événements, et que j'entends certains propos sur la réalité, je me dis, ça fait 30 ans que j'entends la même chose, en fait. Comme quoi, par exemple? Mais finalement, c'est quoi le bon échelon territorial pour agir? Mais on perd un temps fou avec des questions comme ça, pendant lesquelles on fait pas. Le bon échelon, c'est celui où on peut agir, c'est tout. Il y a pas de et de passer comme ça du temps sur des questionnements. Je parle de celui-là, mais sur il y en a pas mal. Il y en aurait pas mal d'autres sur effectivement comment on fait pour face aux citadins qui arrivent. On capitalise pas sur tout ce qui a été fait pendant les années antérieures, je trouve. Enfin, pas assez par rapport à. On a du mal à avancer, mais ça doit être vrai sur tous les sujets. Je dis ça parce que c'est mon sujet, mais sur tous les sujets, des fois on se dit mais finalement on bouge pas, quoi. Et puis parfois on régresse. Par exemple, on a bien vu l'avancée des circuits courts et la valorisation justement des productions. On a bien vu l'avancée de la bio qui était quand même utile pour notre santé, certes, mais surtout aussi pour la biodiversité, pour la qualité des sols, etc. Et on voit qu'un coup de crise comme celle qu'on vit ces temps-ci avec l'Ukraine, etc. Ce besoin d'alimentation fait qu'on repart à de l'intensif parce que il faut produire, etc. Et que ce qu'on a gagné d'un côté, hop, c'est très fragile, on le repère de l'autre. Donc sur 30 ans, oui, il y a eu des choses qui ont avancé, et puis il y a eu des choses qui ont régressé, puis il y a des choses où on a le sentiment que ça n'a finalement pas bougé, quoi. Donc ça, des fois, ça déprime un peu. Je comprends. Vous avez dû en voir des citadins, justement, directement ou indirectement, qui ont quitté la ville pour s'installer quelque part dans un monde moins dense. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces gens-là, qui sont les auditeurs préférés du podcast? Peut-être que la réponse est rien, hein, mais peut-être que la réponse est il y a pas de généralité, etc. Mais est-ce qu'avec tous ceux que vous avez rencontrés, il y a des choses à savoir, il y a des mises en garde particulières, ou il y a des allez-y, c'est votre histoire? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Quand on a vraiment envie, qu'on sent que c'est notre place, qu'on a envie de le faire, il faut faire. Et bien sûr, il faut mesurer pour soi les risques quand même, pour pas se retrouver dans une situation, surtout quand on a une petite famille. Bien sûr. Il faut pas envoyer des gens dans le mur, ça c'est sûr. Mais j'ai toujours envie de dire, voilà, peut-être des fois commencer petit, sinon on n'avait pas été convaincu de ce qu'on a fait. Mais pendant plusieurs mois, je vais dire années, on s'est pas du tout rétribué. On vivait comme on pouvait. On a même campé, pour tout vous dire, à des moments. Donc, mais parce que on s'est dit, voilà, notre place est là, est-ce qu'on apprend ça? Pas de prix, et la possibilité que ça marche, elle existe, et ça peut servir à des gens. On y croyait tellement qu'on peut déployer de l'énergie. Si on fait un projet, on se dit, oh, peut-être je pourrais faire ça, peut-être ce serait pas mal, bon, mais ça ou autre chose, ça va pas marcher, parce qu'il faut tellement d'énergie pour quitter un lieu, pour se réimplanter quelque part, donc je pense que ce qui est important, c'est quand même vraiment d'être convaincu soi-même déjà, tout en écoutant les autres pour qu'ils se donnent leur avis pour faire évoluer le projet, mais faut être hyper passionné ou motivé quand on veut faire un changement comme ça radical. Après, je crois qu'il faut aussi, ça prend du temps. Le facteur temps est important. Je sais pas, on a mis au moins 2 ans, 2 ans et demi avant de vraiment lancer, peut-être 3 ans en tout avec les réflexions. Donc souvent, bien sûr c'est plus facile, on est boulanger à un endroit, on va être boulanger à un autre, on change de coin, on va dans un petit village. Moi, je dis pas que boulanger est facile, je dis juste que changer pour le même métier, c'est plus facile que de créer complètement une nouvelle entreprise, donc c'est dur de comparer ça. Par contre, pour le rapport au lieu,
c'est important de prendre du temps aussi en amont. Alors on dit toujours allez-y l'hiver, mais c'est vrai, effectivement. C'est pas parce qu'on a trouvé ça sympa pendant les vacances, il y a en même temps les copains de camping que ça va être pareil toute l'année, quoi. Hein. Faut pas enjoliver un territoire n'est pas similaire à un autre. Enfin, sa composition, ni géologiquement bien sûr, ni géographiquement, mais sociologiquement. C'est pas tous le même niveau d'âge moyen, c'est pas les mêmes catégories socio-professionnelles, et c'est pas les mêmes ressources qu'on peut valoriser ou dans lesquelles on peut s'associer. Donc, faut prendre le temps de comprendre tout ça et d'aller voir effectivement des animateurs de structure, les élus de base, des gens. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps de ça quand même. C'est important parce que après on peut se dire je suis venu là, mais finalement je croyais qu'il y avait des transports pour les enfants, il y en a pas. Puis il y a pas de système de soins. Puis finalement j'arrive à la retraite, mais je me suis mis là, mais il y a même pas de médecin. Donc effectivement, prendre du temps, tout en étant à l'écoute des opportunités, des rencontres. Être à l'écoute d'ailleurs, hein, vraiment avoir des convictions, mais en même temps être à l'écoute, avoir une forme d'utopie certes, mais en même temps être à l'écoute, parce que certains s'enferment dans leur Aurélie n'écoute pas et ça répond pas aux besoins. Moi, j'ai vu émerger des projets. Je dis citadins, dit pas parisien, hein, d'agglomérations de taille moyenne ou grande, de métropole. Où franchement, moi, j'avais la même attitude, vraiment aussi désastreuse qu'on l'avait avec moi, en disant, ça marchera, ce truc-là. C'est-à-dire que même moi, je me disais, waouh, c'est risqué. Mais en fait, c'est des gens qui ont tellement bien compris l'évolution, rencontrer des gens, pas fait tout seul, pas faire tout seul non plus. Enfin, moi, j'y crois pas. Et de plus en plus, on voit se monter des projets collectifs, et je trouve ça bien. C'est problématique parce que c'est compliqué, hein, mais quand un tiers-lieu se monte, est monté et créé par une commune. Régulièrement, il y a des échecs. Le tiers-lieu est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communauté pour animer ça. Et moi, je vois des tiers-lieux pratiquement entièrement privés qui se créent avec vraiment des moyens très ambitieux, des gens qui ont bien gagné leur vie, évidemment, à l'avance parfois, très ouverts sur la population et leurs besoins, qu'on crée au sein du tiers-lieu, une épicerie, une petite salle de spectacle, je sais quoi, ça dépend des tiers-lieux, il y en a plein de sortes, hein. Mais très très adapté au local et avec des locaux, pas faire tout seul, on fait avec des locaux, et où c'est des réussites exemplaires. Ils arrivent même à avoir très peu besoin ou pas besoin de financement public sur des choses où des fois c'est 100% financé par du public et c'est un échec. Donc en fait la capacité, on va faire un hors-série sur ce thème de l'engagement citoyen, elle est un peu majeure aussi dans la réussite des projets. Et surtout à leur démarrage, quoi, hein, donc porter, et c'est pas facile, quoi. Et si on veut faire un truc tout seul qui en plus est atypique, là, c'est pas forcément compris. Ça m'inquiète un peu, peut-être j'ai tort, hein, mais de voir le nombre de citadins actuellement qui veulent s'installer uniquement sur des activités de développement personnel. Ça, c'est des choses qu'on voit émerger qui parfois peuvent m'inquiéter. Je me dis qu'on fasse ça à côté, en parallèle d'une autre activité qui rend un besoin local, c'est peut-être moins risqué, quoi. Et je dis pas que ça fait pas venir du monde qui peut consommer pendant une semaine, etc. Je dis pas que l'activité est inutile, mais il y en a beaucoup. Alors quand nous on s'est créé en 92, il y avait pléthore de gens qui voulaient vivre de gîtes et de chambres d'hôtes. On leur disait, mais ils nous appelaient. On disait, mais vous savez, ils disaient, c'est moins de travail un gîte qu'une chambre d'hôte, donc on va plutôt faire un gîte. Et puis je dis, mais vous allez faire un gîte, vous allez avoir un patrimoine que vous allez peut-être préserver, mais c'est tout. Vous n'allez pas vivre d'un gîte, sauf d'un énorme gîte d'étape. Mais là, c'est un vrai travail à plein temps. Faut faire de la restauration. Donc il y avait une espèce de malentendu, quoi, comme ça. Ils partaient en vacances en gîte, donc ils pensaient que les gens vivaient avec un petit gîte de 4 personnes à l'époque, hein, en 92. Alors bien sûr, je parle pas des agriculteurs qui ouvraient ça, qui était un complément de revenus à une exploitation agricole, mais je parle de ceux qui voulaient quitter pour monter quelque chose comme ça, de petite taille, sans service associé, sans rien. Mais non, ça c'est pas possible. Donc il y avait des malentendus comme ça, qui parfois peuvent persister aujourd'hui dans des nouvelles activités. Mais globalement, il y a tellement de potentiel quand même aujourd'hui, partout, y compris dans les villes, bien sûr. Mais dans les territoires ruraux, qu'en adaptant son activité, c'est rare qu'on puisse pas... Et puis souvent, on y trouve plus de sens parce que on est, par exemple, salarié dans une immense entreprise d'électricité ou de plomberie, et bon, avec une cadence, etc. On se dit, mais là, je vais avoir une proximité, je vais faire ma petite affaire, je vais connaître mes clients, je vais choisir mes chantiers, etc. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée dans le travail aussi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Village pour les 30 ans qui viennent? Bon, déjà, la semaine prochaine, réussir son déménagement, j'ai bien compris, mais ça, c'est bien parti. Les cartons ont l'air bien rangés, bien étiquetés. Mais pour les 30 ans d'après? Moi,
Moi, je pense que si un jour on sent qu'il n'y a pas de raison d'être à Village et qu'on n'a pas de lecteurs, il faut arrêter. C'est comme tout, c'est la vie, quoi, en fait. Hein. Donc, si nos lecteurs se disent, mais c'est super utile, Village, vraiment, c'est grâce à ça que je peux faire ça, puis ça me donne du baume au cœur pour que je vois des pistes pour l'avenir, pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, parce qu'on a des retraités qui nous disent, mais qui veulent s'engager bénévolement dans leur vie locale, ou qui veulent trouver des idées pour leurs enfants, leurs petits-enfants, ou etc. Eh bien, on continuera, et j'espère, alors ce sera pas, je le dis, ce sera pas avec moi, parce que les années passent, hein, donc, mais ce sera avec mes collègues, ce sera avec d'autres qui reprendront l'histoire, et puis on est un groupe d'associés, on est quand même nombreux, on est une douzaine d'acharnés et de militants dans les associés qui font tout pour que ça continue. Donc l'histoire, le but c'est qu'elle continue tant qu'elle a une utilité, puis qu'elle garde une philosophie d'ouverture et de on fait pas du marketing. On est obligé d'en faire un peu parce que comme tout le monde, on faut communiquer envers nos lecteurs et tout, mais on essaye vraiment de faire un magazine le plus honnête possible, le plus juste possible. Après, nul n'est parfait, mais en tout cas, on essaye de pas dire on va vendre du rêve pour du rêve. On vend de l'énergie à travers le combat que mènent les acteurs sur le terrain, mais on montre toutes les difficultés. Et je voudrais bien que dans l'avenir, voilà, c'est cette ligne-là, qui est un lieu de rencontre entre des gens qui sont sur le terrain ou d'autres qui peuvent arriver les rejoindre et qui vont arriver ou qui arrivent les rejoindre, contribue à modestement ce que le tissu local se porte mieux qu'il ne se porte aujourd'hui encore demain, quoi. C'est ça la finalité. Si on répond plus à ça, on peut faire un magazine, dépenser du papier, consommer du papier pour rien. Par contre, je crois toujours au papier. Je pense qu'il faut être très précautionneux parce qu'il faut régénérer les forêts en même temps qu'évidemment on fabrique du papier, mais je pense que les gens en ont marre de lire aussi sur écran. C'est fatigant. On voit bien le retour du livre. Moi, je pense qu'aujourd'hui c'est difficile pour la presse, mais je pense que demain les gens ont besoin de se poser et ils se posent avec Village pour justement changer de modèle, réfléchir à ce qu'ils vont faire demain, faire une petite pause au moment où ils lisent Village. Et si on lit sur écran, bah bien sûr qu'on a quelques abonnés numériques, mais je trouve que on travaille déjà trop sur écran. Il faut faire maintenant tout en ligne, toutes les formalités pour tout le monde, même ces formalités personnelles, quoi. Et je pense que c'est bien de se poser avec Village comme on se pose avec un livre. Donc moi je crois vraiment à l'objet papier. D'accord. Là, ça fait pas fonctionner le cerveau de la même façon que l'écran, quoi. C'est ça. De mon point de vue, après chacun. C'est vrai. Comme il veut. Je crois que la condition de réussite, si on peut pas être réussite, enfin de 30 ans d'action sur ce sujet-là, elle n'est possible, enfin en tout cas pour moi, que parce qu'il y a une équipe extrêmement motivée, qui se fait confiance, qui sait qu'il y a pas à contrôler, qui met une vraie énergie, qui croit en ce qu'il fait, etc. Et on est des collaborateurs depuis plus de 20 ans pour la majorité d'entre eux. Et des nouveaux qui arrivent et où ça se passe super, et j'adore quand on voit des nouveaux arriver, des nouvelles, évidemment, les nouveaux c'est au sens générique malheureusement, mais des nouvelles qui arrivent, parce qu'il y a beaucoup de femmes à Village, comme vous l'avez constaté Amélie quand vous êtes arrivée dans ces locaux ce matin. Là, ce qui est génial, c'est que tout le monde sait vers quoi il va, pourquoi le magazine existe, et que moi je suis juste désolée que mes collègues parfois travaillent trop, parce que je me dis que vraiment ils travaillent beaucoup pour ce titre, et je leur dis mais prends tes congés, mais non, mais tu vois ce qu'il y a à faire, etc. Sans eux, il y a longtemps que le magazine n'existerait pas. Merci beaucoup Sylvie. Merci Amélie de votre venue, c'était super. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérez des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.